à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons dans ce studio un sportif dont l'âme rieuse s'est souvent déplacée sur des lames. Malgré le froid des patinoires, cet ancien champion nous a toujours procuré une forme de chaleur grâce à son talent, mais aussi et surtout sa bonhomie. Pourtant, c'est un médaillé olympique qui est mondialement réputé, mais ça ne l'empêche pas d'être un bout en train, toujours prompt à balancer une petite vanne, parfois bien burlesque. Et c'est ce qu'on devrait constater encore une fois de plus dans quelques jours lorsqu'il retrouvera son micro de commentateur sportif. Bonjour Philippe Candeloro. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Belle présentation. Écoutez, vous avez vu il va falloir que je me chauffe un peu alors. L'âme rieuse qui se déplace sur des lames. Vous la validez ou pas, sachez que ça m'a pris la nuit. Voilà, elle se déplace tellement rapidement en plus, les vannes, qu'ils n'arrivent pas à me rattraper. Et ça peut être dangereux. France 3 diffuse les championnats du monde de patinage artistique. Donc c'est du 22 au 26 mars avec Nelson Montfort et l'entraîneuse Annick Dumont. Vous allez commenter donc cette compétition qui se déroule cette année au Japon, à Saitama. Vous qui avez été patineur professionnel avec beaucoup de talent, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand vous arrivez sur ce genre d'événement, quand vous couvrez ce genre de compétition, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous repensez au temps passé, de la nostalgie ou bien de l'excitation à l'idée de commenter le spectacle? C'est un petit peu tout à la fois en fait. C'est qu'effectivement, il y a l'ambiance générale de la foule, du patineur qui va avoir le stress et qui va mouiller un peu son pantalon pendant quelques instants. Puis quand la musique va démarrer, on va vibrer avec lui. Mais c'est ça qui est plaisant et c'est peut-être aussi pour ça que je continue à commenter le patinage, c'est que ça me laisse proche de mon milieu, proche des nouveaux champions qui arrivent. De temps en temps, on peut aussi s'amuser à les conseiller parce qu'on fait partie de la même famille quelque part, et même si le sport a beaucoup évolué, mais quelque part, on se sent un petit peu légitime de leur apporter notre soutien et notre savoir-faire. Alors vous, malgré tout, vous n'irez pas sur place, Saitama au Japon, vous allez rester cette fois-ci, oui, apparemment, il faut faire attention à l'empreinte carbone, ce que je trouve un peu... C'est ce qu'on vous a dit ? C'est ce qu'on nous a dit. Je trouve ça un peu con parce que finalement, l'avion, qu'on soit dedans ou pas, il va partir quand même. Et donc, l'empreinte carbone... Non, puis il y a plusieurs choses. Moi, je me mets en tant que chef d'entreprise, par exemple. Oui, on est à 8 heures de décalage. On n'a pas spécifiquement, on a une chance peut-être d'un podium avec Adam Siawo-Imfa chez les garçons. Est-ce que le patinage aujourd'hui sur le groupe France Télévisions va trouver sa place pour être diffusé jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec 8 heures de décalage quand on va savoir le résultat? Alors ça serait à l'inverse, on serait aux États-Unis, ce serait peut-être différent. Oui. Là au Japon, c'est 8 heures d'avance que va jouer la compétition. C'est assez compliqué de retransmettre ça en direct à l'antenne. Les chefs qui décident là-haut, ils disent c'est peut-être un peu con de diffuser du patinage alors qu'on va connaître le résultat. Voilà. Mais c'est le seul sport, d'ailleurs Nelson le dit souvent, c'est le seul sport qu'on peut diffuser et regarder même si on connaît le résultat, parce que c'est un beau sport juste à zioter comme ça, à regarder le résultat. Qu'on ait des Français d'ailleurs ou pas, prêts à gagner des médailles. On voit que 1,5 million de téléspectateurs nous suivent assez régulièrement. Oui, absolument. On ne se demande pas quel est le résultat final, on se demande est-ce que la performance était jolie et on a envie de la voir. Exactement. Alors après, il y a ceux qui aiment avec les commentaires et ceux qui n'aiment pas les commentaires. Ouais, alors nous, on adore. Voilà, on va spoiler la suite de l'interview. On adore vos commentaires, Philippe Candeloro. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, figurez-vous. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants avec vous. On va parler du dispositif que France Télévisions déploie dans le cadre de cette compétition, de vos projets également. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias avec Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, c'est parti avec une association de protection de l'enfance qui retire Cyril Hanouna de ses parents. Et oui, l'association s'appelle Les Papillons et elle n'a pas apprécié la séquence de la semaine dernière où Gérard Fauré, qui était présenté comme l'ancien dealer des stars, il a défendu une théorie du complot selon laquelle des enfants se font enlever et voler leur sang. J'ai été choquée qu'on puisse, dans une émission de grande écoute, véhiculer ce genre de théorie sans aucune contradiction. C'est ce qu'a estimé Laurent Boyer, le président des Papillons. La protection de l'enfance est un sujet sérieux qui n'est pas compatible avec une séquence de la sorte, ajoute-t-il, précisant donc que Cyril Hanouna ne fait plus partie des parrains de l'association. Laurent Boyer, rien à voir avec Graine de Star, on est d'accord. Oui, j'allais poser la question d'ailleurs. C'est un homonyme. Laurent Boyer ET d'ailleurs, je crois, rien à voir. Philippe, vous êtes allé plusieurs fois dans Touche pas à mon poste. C'est une émission que vous continuez à regarder ou J'avoue de ne pas me mettre tous les soirs à l'heure où ça passe pour dire que je n'ai pas envie de manquer une émission. J'y suis allé plusieurs fois, effectivement. On se marre plutôt bien quand on est invité. Après, Cyril m'avait fait souvent la demande d'intégrer en fait, l'équipe des chroniqueurs. En tant que chroniqueur, mais c'est vrai que des fois, les chroniqueurs, ils s'en prennent quand même plein la tête sans pouvoir... Vous avez refusé? J'étais pas encore dans la phase où dire, est-ce que j'ai envie de faire ça tous les soirs? Alors après, a priori, ça paye bien. Et en même temps, par contre, faut accepter que quand Cyril décide de prendre le micro et de te faire passer pour un con,
Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mmh. Voilà, on voit de temps en temps avec Delormeau, j'ai vu Delormeau s'en prendre quand même plein la tête, sans pouvoir réagir, puisque c'est son patron, et du coup, il le produit derrière. Donc, est-ce que je suis capable d'accepter ça aujourd'hui? Parce que moi, je pense que oui, je ne suis pas prêt à tout pour de l'argent. Bien sûr. Donc, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas accepté. C'était pas votre ton, quoi. C'est pas votre ligne. Voilà. Bon, peut-être que demain, si je trouve, en fait, il faut trouver sa voie dans TPMP. Ou pourquoi tu viens? Quel est le personnage que tu te donnes autour de la table pour pas toujours essayer de faire de l'image et de prendre la parole. Parce que alors là, le temps de parole est court. C'est jouer avec le feu. Voilà. Complètement. Allez, on poursuit ces news médias avec la moyenne d'âge des téléspectateurs. Tiens, c'est intéressant ça. Oui, en début de semaine, le Parisien s'est intéressé donc, à l'âge moyen des téléspectateurs. Alors, pour toute la télévision, il est d'environ 57 ans contre 48 ans en 2010. Donc, vraiment, l'âge, les téléspectateurs vieillissent. Et alors, dans le détail, le téléspectateur moyen de M6 a 50 ans, alors que le fidèle de France 3 a 66 ans. TF1 et France 2 sont entre les deux, à respectivement 55 et 62 ans. Alors, est-ce à cause du nombre important de publicités diffusées ou de l'offre suffisamment alléchante? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, le jeune public délaisse la télévision pour davantage se retrouver sur YouTube et les plateformes. À titre de comparaison, l'âge moyen de l'utilisateur de Netflix est de 36 ans et 40 ans chez Amazon. Philippe Candeloro, je ne vous ai pas fait l'offense tout à l'heure de vous présenter comme la star des mamies, mais écoutez, c'est pas possible, 66 ans sur France 3. Bon, comment vous réagissez à ça? Moi, de toute façon, c'est un peu la cible de mon public. Ouais. Quand je faisais Holiday on Ice, c'était exactement ça. Je veux dire, moi, je suis aujourd'hui, j'ai 51 ans. Enfin, pas aujourd'hui, mais je veux dire, j'ai 51 ans. Je suis dans l'année des 51 ans. Donc, forcément, les gens qui m'ont connu quand j'avais 25 au moment des Jeux de Nagano. Ouais. Aujourd'hui, on a vieilli ensemble. Bien sûr. Donc ces gens-là qui m'ont suivi, et même leurs enfants, que je peux croiser aujourd'hui dans la rue, respectent l'exploit sportif que j'ai réalisé il y a 30 ans. Et eux continuent à me suivre et à me valoriser en emmenant peut-être leurs enfants eux-mêmes à venir voir du patinage ou à parler de moi. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je commence à perdre les 20 ans, par exemple. Parce que les 20 ans, ils n'étaient pas nés au moment de Nagano. Donc, ils n'ont pas la notion de ce qu'on pouvait faire dans le sport. Et puis le sport, aujourd'hui, on a l'impression que les exploits sportifs n'existent plus. Vaut mieux à la limite faire 3 TikTok d'affilée qui vont faire 1 million de vues, qui vont te valoriser beaucoup plus que t'emmerder pendant 20 ans à essayer de faire une médaille olympique qui ne va pas durer des siècles et des siècles. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité sportive est tellement dense, les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas, qui fait que tu as très peu de temps pour véhiculer une médaille olympique. Par contre, voilà, c'est ton effort personnel qui est récompensé. Mais je trouve que sur l'exploit, et en ce moment, on parle beaucoup des retraites des sportifs, parce qu'on est dans le sujet des retraites pour l'ensemble de la population française. Mais aussi, les sportifs, on n'a jamais été considérés, on n'a pas de statut, on n'a rien, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une discussion entre les sportifs avant 2012 et après 2012 pour récupérer une trentaine de trimestres. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a quelque chose au moins qui s'oriente vers ça. Parce que là, vous n'avez pas le statut de retraité? Non. Vous êtes retraité depuis quand Je suis retraité sportif de ma dernière médaille olympique après Nagano, puisque j'ai arrêté à 26 ans. D'accord. Donc j'ai eu la chance de continuer à faire des spectacles, à continuer à faire un chiffre d'affaires annuel et d'être gérant de société. Donc j'ai cotisé personnellement, mais ma cotisation, elle a démarré qu'à 26 ans. Bien sûr. Et de toute façon, même si je patinais, si j'avais la chance de pouvoir patiner jusqu'à 70 ans, il me manquerait quand même 38 trimestres. Donc de toute façon, la retraite, en gros, on nous a toujours dit, nous les sportifs, on est obligé de la constituer sur soit de l'immobilier ou un package à côté qui va nous sécuriser. Mais même aujourd'hui, moi, une famille de 5, tu sécurises 100 000 euros en 2 ans, c'est vite parti. Vous ne touchez aucune retraite? Non, je cotise, mais je pense qu'il faudrait que je patine encore une vingtaine d'années, avec les mêmes revenus. Oui, exactement. Donc ça veut dire avec de l'excellence. S'il y a effectivement entre ces 16 et ces 32 trimestres qui seraient donnés aux sportifs SHN, aux sportifs de haut niveau, pour justement pallier à ce manque d'activité qu'on n'a pas pu cotiser, ça pourrait nous arranger. Et à aucun moment, le gouvernement et puis les décideurs, en tout cas, entendent cet argument-là. Est-ce que dans la réforme des retraites qui est présentée actuellement en commission mixte paritaire, il est question? Il y a des députés qui ont essayé de déposer des amendements. On peut difficilement travailler et de faire voter une loi rétroactivement pour que tous les sportifs... Alors pourquoi on parle de 2012, c'est une étape importante. Je pense que c'était Jean-François Lamour qui avait essayé de déposer un statut pour les sportifs de niveau. Et donc là, on aurait eu le système de retraite qui aurait été mis en place. Et on parle de 84 à 2012 et après 2012. Pourquoi 84? C'est qu'on est dans les 40 ans, donc à 20 ans, 40 ans, 60. Donc en fait, avant 84, on a dit que ces sportifs-là allaient difficilement pouvoir prétendre avoir une retraite puisqu'ils sont déjà en retraite.
pour la plupart. Mais nous, il va falloir qu'on attende et qu'on fasse débloquer la situation qui servira les athlètes de demain. Parce que si on ouvre notre gueule, nous, aujourd'hui, et ça fait 10 ans qu'on l'ouvre, c'est ce qui va se servir pour les athlètes d'après 2012. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les sportifs ne sont pas footballeurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous un salaire qui vous permet de vivre sur plusieurs vies. En l'occurrence, quand vous arrêtez votre carrière, ça peut être très précaire derrière. C'est exactement ça. Et puis par exemple, moi je disais, quand tu as fait une médaille olympique, alors certes, tous les sports ne sont pas olympiques. Et quand tu fais une médaille olympique, au lieu qu'on te file une prime de 15 000 €, qui n'est pas non plus une somme extraordinaire, bien sûr, ça peut être assez vite vaut mieux qu'on vous donne 30 ou 40 trimestres. Absolument. Comme ça, vous avez une récompense qui va vous... Plus tard, parce que moi je vois à 50 piges, j'ai refait les 2 hanches. J'ai l'arthrose, j'ai 2 prothèses de hanche. Donc en fait, la pénibilité du travail que tu occupes entre tes 10 ans, parce que j'ai commencé le patin à 8 ans, et je finis à 26 en amateur, et je continue jusqu'à 50 ans. Donc tout ça, il faut que ce soit pris en considération. Ça commence, mais ce n'est pas encore acté. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, 90. Oui, comme les 90 bougies que souffle aujourd'hui RTL, la radio, le 15 mars 1933. Voilà, la station au logo rouge émettait pour la première fois en France. Alors, des émissions spéciales sont prévues tout au long de la journée sur l'antenne pour célébrer cet anniversaire. Alors, vous savez quoi, nous, avec Sarah, on a réfléchi, on s'est dit que vous seriez excellent dans une émission sur RTL, les grosses têtes. On vous a jamais proposé? J'ai fait partie de l'équipe de Bouvard. Ah, c'était à l'époque de Bouvard, mais Laurent Ruquier, vous n'avez jamais été non, parce que lui, il est arrivé, quand il a pris la suite de Bouvard, en fait, il est arrivé avec son équipe. Oui. Il en a gardé 1 ou 2 de chez Bouvard. Oui. Mais après, moi, comme j'avais un peu le même sens d'humour que Stevie, j'ai pas été gardé et j'ai pas été testé non plus. C'est ça qui est un peu dommage parce que beaucoup de gens me disent moi je vous adore grosses têtes, la voix en fait. C'est vrai que ce Bouvard, effectivement, vous en avez fait partie, mais depuis ces dernières années, Dieu sait que ça fait maintenant un moment que Laurent Ruquier est aux manettes, on vous a pas. Non, c'est un choix. Après, moi, je suis open, mais je vais pas gratter à la porte tous les jours. Pour que, écoutez, on vous donnera l'adresse. Ils sont à Neuilly-sur-Seine, c'est pas très loin. Je passe souvent devant en face de chez M6, c'est ça, parce qu'en plus, c'est devenu le même groupe. Ils ont été rapprochés. Tout à fait. Bon, on ne vous entendra pas sur RTL, mais on vous verra en tout cas à la télévision à l'occasion des mondiaux de patinage. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Ça démarre ce mercredi 22 mars dès 7h sur la plateforme France.tv. La compétition se terminera le dimanche 26 mars. Première question toute simple, je suis fan de patinage. Qu'est-ce que je dois faire pour suivre la compétition? Comment je peux la suivre sur les antennes de France Télévisions? Il y a le numérique qui va diffuser, alors sans commentaire. Alors on est en train de négocier pour voir si on peut... En fait, ce qu'ils ont pensé à nous. Ils ont dit, on n'a pas voulu vous faire travailler la nuit. Parce que si on veut commenter en direct pour du numérique, je pense que c'est valable de l'avoir en direct. Et de ne pas nous faire travailler la nuit donc pour commenter, mais on est en train de négocier ça, parce que moi je pense que si on ne part pas, si on doit bosser la nuit, ça nous est déjà arrivé, on l'a déjà fait, et on peut le refaire. Après, sur le RTC, on va diffuser le samedi et le dimanche, il me semble à 15h ou 17h, parce que ce sont les horaires qui fonctionnent très bien en fait sur du France 3. Le samedi et le dimanche, on a cartonné au championnat d'Europe en faisant 1,5 million de téléspectateurs chaque jour. C'était colossal. Alors qu'on n'est pas vendu comme un match de rugby. Aujourd'hui, c'est bien, on vient en parler, donc on annonce un petit peu qu'il va effectivement y avoir de la diffusion. Sauf que quand vous avez 2 fois 2 heures sur le week-end, il faut sélectionner un petit peu ce qu'on va diffuser. C'est-à-dire les meilleurs moments, ou est-ce que ce sont les meilleurs programmes, ou est-ce que ce sont les meilleurs Français. Il faut faire un choix un peu artistique parce qu'on ne peut pas tout diffuser. Donc là, je sais qu'on va diffuser les garçons, les filles et la danse. Voilà. Les couples, malheureusement, a priori, ne seraient pas diffusés. Mais vous pouvez vous brancher sur tv.sport.fr pour suivre en numérique toutes les épreuves. Absolument. Et est-ce que les Français et Françaises qui participent à ce championnat du monde ont une chance de glaner une médaille ? Alors, on est dans une restructuration d'une nouvelle équipe de France, en fait, qui, après le départ de Papadakis Cizeron, puisqu'on a souvent parlé que d'eux, puisqu'ils avaient été prétendants à une médaille d'or olympique et ils l'ont eu, tant mieux. Maintenant, il faut reconstruire des noms. Pas spécialement des champions, parce que nos champions français sont quand même bons, mais au niveau médiatique, ils ont du mal à attirer justement des médias pour les pousser un petit peu plus vers le haut encore. Chez les garçons, on a Adansia Wimfa, qui vient de devenir champion d'Europe en janvier dernier, donc... Au niveau mondial, le niveau était quand même encore un peu plus dense. Élevé, Il va falloir qu'il subisse la pression. Il vient là-bas maintenant en tant que champion d'Europe. Il a un style particulier qui plaît bien. Il a une chance d'être sur le podium. On va dire, si on veut partir très positif, partons avec l'idée qu'il peut faire un podium. Il y a Kevin Emos qu'il ne faut pas enterrer parce que c'est un très bon patineur qui a un potentiel énorme aussi pour finir sur un podium mondial. Et il aurait pu être champion d'Europe aussi, mais malheureusement, il n'a pas tenu ces 2 programmes.
Chez les filles, on avait Léa Serna qui vient de déclarer forfait et qui permet à une jeune junior qui vient de participer au championnat du monde et qui est la révélation de l'année du club de Reims. C'est Lauryn Schild qui, elle, va pas viser un podium, mais une place dans les 10 premières, ça serait déjà une excellente performance. Et puis après, on a en danse Lopariva-Brissot qui arrive derrière Cizeron. Pas facile à endosser comme rôle. Là, on estime qu'ils peuvent finir peut-être aller entre 5 et 8. 5 et 8. Qui serait déjà, on va dire, une petite progression par rapport à leur niveau de la saison passée. Et puis s'inscrire comme le couple français représentant la danse sur glace. Mais ce qui va se passer peut-être, c'est qu'on attend une décision de Papadakis-Cizeron qui pourrait peut-être avoir envie de revenir pour les Jeux de Milan Cortina en 2026. En 2026, Voilà. on suivra ça attentivement. Alors, l'information aussi, c'est que vous allez couvrir avec Annick Dumont, mais aussi et surtout Nelson Montfort, cette compétition. C'est quand même votre acolyte, je crois, depuis près de 20 ans. On a commencé en 2006. En 2006, c'est ça. On avait fait un essai en 99, puis après en 2006, on a été réunis une nouvelle fois. Et on a démarré même 2005, et après on a démarré les Jeux Olympiques en 2006 avec le fameux bol de riz et compagnie. Exactement, voilà. On n'était pas encore, on n'était pas encore dépouillés à cette époque-là. Les réseaux commençaient seulement. Le CSA est arrivé un peu après. Vous n'avez pas encore fait connaissance avec l'Arcom d'ailleurs, je crois. Très sympa. Non, mais j'en ai vu passer pas mal, des présidents de CSA. Ils vous invitent à déjeuner ou pas? Non, même pas. En fait, ils nous convoquent même pas. Ils font la pluie et le beau temps. Alors, moi, ce qui me surprend des fois avec le CSA, pardon. Non, mais c'était la question. Ce qui me surprend des fois, c'est qu'ils vont nous m'embêter pour des mots que j'ai sortis comme ça dans le contexte du côté fun et pas surtout d'insulter Pierre-Paul Jacques et surtout mes amis athlètes qui sont sur glace, que je sais ce que ça représente. Et puis derrière, tu vois des films diffusés à 20h30 le soir où il y a des orgies, où tout le monde s'en mange et machin et tout. Donc là-dessus, je suis un peu partagé. Voilà. Mais vous vous censurez aujourd'hui Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, on s'auto-censure avec Nelson. On n'est plus aussi libre qu'avant. Donc en fait, on devient peut-être un peu moins drôle. Même parfois, puisque plus vous faites attention, plus vous devenez un peu maladroit dans l'utilisation des mots. Vous ne savez plus si aujourd'hui vous pouvez dire cette fille est jolie ou sa silhouette est sympa. Tu dis, donc si tu répètes 15 fois, elle a des patins extraordinaires. Voilà. Franchement, la qualité de la lame. Au moins, vous n'auriez pas l'association ou l'amicale des patins sur le dos. Ça, c'est certain. Et ça, c'est un peu dommage parce que, bon, quelque part, ce qui a fait notre succès à Nelson, Annick et moi, c'est quoi? C'est déjà, il y a Annick qui est là aussi pour temporiser de temps en temps, ce qui est plutôt bien. Elle fait un analyse technique qui est très bien, donc je ne reviens pas sur ce dossier-là non plus. Mais du coup, si on n'est plus là pour se marrer, est-ce que France Télévisions va avoir encore besoin? Bien sûr, c'est ce qui fait votre charme. Et franchement, nous, en toute objectivité, on l'assume. On adore justement votre style parce que justement, on regarde le patinage artistique évidemment pour la beauté du spectacle, mais surtout aussi, on l'écoute pour les commentaires, c'est vrai. Mais rassurez-nous, sur ce genre de compétition, vous allez quand même garder une forme de légèreté. Vous n'allez pas être quand même très sérieux, on espère. On essaye de garder quand même notre spontanéité. Ça, c'est le plus important parce que les gens nous écoutent aussi pour ça. Alors évidemment, on ne fera jamais plaisir à tout le monde. Il y a les puristes qui disent ils nous font chier, ils parlent pendant la musique, nanana. Bon, moi, c'est le seul moment où je peux parler, finalement, c'est pendant les programmes, sur l'aspect un peu sportif, technique. Et puis quand, parfois, j'ai l'impression que le programme, en fait, est ennuyeux ou ennuyant, je me mets à la place de la personne qui arrive dans son canapé et qui se dit tiens, il y a du patinage. Tiens, j'entends une connerie, je vais peut-être rester parce que sinon il aurait zappé. Donc je me mets à la place de cette personne-là en disant il faut que je le garde avec nous. Et voilà, moi je suis là pour. Et avec Nelson, on se chambre en fait maintenant, l'un et l'autre, où on chambre nos femmes. Comme ça, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Voilà, quoique. À un moment donné, vous rentrez à la maison quand même, Philippe Condelloro. C'est ça. Ça va, ma femme, elle n'écoute pas parce qu'elle a trop peur des conneries que je vais pouvoir raconter. Donc elle prend du recul là-dessus. Alors, une des grandes nations qui rythme le patinage artistique, c'est bien sûr la Russie, sauf qu'elle n'a plus le droit de participer au championnat du monde depuis la guerre en Ukraine l'an passé. Quel est votre point de vue sur cette question? Vous trouvez ça juste, injuste? Vous le regrettez? Alors évidemment, je regrette qu'il y ait la guerre en Ukraine. Oui. Il faut commencer par cette phrase-là, en fait. Bien sûr. Parce que politiquement parlant, tu es obligé de dire je suis en phase avec ce qui se passe en Ukraine et c'est dégueulasse et c'est pas normal. Mais d'un autre côté, et nous les sportifs, on a souvent été épargnés par les problèmes politiques de guerre qui pouvaient se passer dans le monde et que ça touchait jamais les sportifs. Donc, ce qu'on n'avait pas prévu, en fait, c'est qu'il y ait un tel soulèvement et d'empêcher les Russes de participer. Pour moi, les sportifs russes sont des individus qui ont donné leur vie pour un sport, un métier, et qu'on les empêche aujourd'hui de travailler
et d'aller s'exprimer. Voilà. Après, et vous avez raison, la Russie est on va dire un pays qui est très très fort dans le patinage et je trouve que c'est dommage aujourd'hui de se priver de cette valorisation sportive qu'ils amènent dans une compétition. C'est une grosse nation du patinage. Parce que finalement, tu dis... Le niveau est rabaissé. Ce serait dommage de dire ça par rapport aux autres candidats, mais quelque part, oui, le niveau sportif, quand on regarde le patinage féminin russe aujourd'hui, il est là, et le patinage européen et le reste du monde, il est là. En fait, eux, il faut qu'ils arrivent à redescendre, mais ce n'est pas en les éliminant, parce que de toute façon, les Russes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font des compétitions entre eux. Entre eux, il faut voir le niveau. En fait. Moi, je regarde un peu sur Internet. Quand ils vont revenir. Quand ils vont revenir, c'est pas comme s'ils étaient restés 3 ans sans faire de sport. Ils vont mettre tout le monde à la main. Parce que voilà, Poutine et l'ambition du sport russe, comme ce l'était à l'époque pour les Américains, ils disent nous, on s'arrête pas là, on continue, on fait notre life. Quoi. Je veux dire, la Russie, c'est grand et on a du potentiel pour faire des championnats du monde à l'intérieur même de notre pays avec que des sportifs russes. Donc, Et pour les JO, vous êtes du coup favorable à ce que les athlètes russes puissent participer? Alors le comité international olympique, en tout cas, n'est pas contre. Ils plaident juste pour que ces sportifs... J'ai vu que les Canadiens, là, ils commençaient à faire chier. Ils disaient, nous, on va boycotter les Jeux si vous acceptez les... Forcément, il y a des nations derrière qui montent au créneau. Alors est-ce que c'est logique, en fait? Est-ce que les gens font ça pour dire, comme ça, s'il n'y a pas les Russes, on a plus de chances de gagner des médailles? Ah oui. Et ça, c'est pas fair play. Ça, c'est pas fair play. Et de l'autre côté, est-ce qu'on veut vraiment aller au bout du bout de dire, maintenant, voilà, il y a la guerre, de toute façon, elle n'est pas prête de s'arrêter. Est-ce que c'est normal que dans une réunion de sportifs interplanétaires, en fait, on interdise tel et tel pays qui répond, en fait, aux critères, de sélection? Parce qu'en fait, on fait quoi aujourd'hui? On stigmate les sportifs russes. Je ne vais pas parler du russe ou de la décision du président russe qui a décidé de faire la guerre à l'Ukraine. Effectivement, on doit être solidaire à ce qui se passe. D'ailleurs, on les accueille, les Ukrainiens, on les laisse participer. Mais les pauvres sportifs russes, ils n'ont rien demandé. Et même parfois, j'ai cru comprendre que les sportifs russes étaient un peu dans l'obligation de suivre le mouvement de la présidence, puisque souvent, ils sont employés par l'État. Alors, au-delà de votre actualité sur France Télévisions, c'est vrai qu'on a pour habitude de vous voir dans de nombreuses émissions de télévision. Vous avez fait Star à nu aussi récemment sur TF1. Enfin, récemment, ça commence un petit peu d'année. Vous avez fait Vous aviez suivi? Oui, on avait regardé. C'est notre métier. Vous avez réussi à voir quelque chose? Vous avez vraiment une bonne vue, alors. On n'a pas pu tout voir. Vous savez que c'était censuré à la fin, Star à nu. Le principe, c'était que vous avez mis la croix, non? Ah non, exactement. C'était un peu compliqué. C'est flouté. Et vous avez fait aussi partie sur TF1 d'une émission dont le tournage a viré à la catastrophe. Dropped, c'était il y a 8 ans maintenant. On vient de célébrer ce triste anniversaire il y a quelques jours de ça. C'est marrant, on se disait avec mes enfants, on n'a pas beaucoup entendu parler du 8e anniversaire, la 8e année où ça s'est passé, parce qu'on ne peut pas appeler ça un anniversaire festif, forcément. Non, pas vraiment, effectivement, puisqu'il y a 3 personnes qui ont perdu la vie, Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine. Vous faisiez partie des... Plus aussi des techniciens et des caméramans et des journalistes, et puis des pilotes, les 2 pilotes. Les pilotes des hélicoptères. Même si aujourd'hui, on saura, moi, je pense qu'on ne saura jamais, malheureusement, ce qui s'est réellement passé, parce qu'il n'y a pas de boîte noire. Vous y repensez souvent à ça? Alors, c'est un épisode que, comme je dis souvent, en fait, je ne pourrais pas l'effacer de ma mémoire complètement, mais c'est un épisode que j'ai mis dans un coin de ma tête où je n'ai pas forcément envie d'y repenser, parce que... Bien sûr. Et j'ai mis longtemps, en fait, à me dire, maintenant, tu es là, donc profite des instants de surplus, de sursis qu'on t'a donné à la vie. Sinon, il valait mieux que tu sois dans les hélicos, effectivement, partir. Maintenant, il y a des familles qui sont en deuil, qui ont perdu des proches. Ça, il faut le respecter. Je ne vais pas ressasser ça tous les ans en disant à la date anniversaire, on fait une prière, oui. Et c'est vrai que quand on a fait les 1 an et on a fait les 5 ans avec la prod, et toutes les personnes qui faisaient partie de cette aventure, parce qu'on était à peu près une centaine, donc on a tous été touchés par ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, une petite pensée pour les personnes disparues. C'est dommage parce que c'est des gens que je commençais à connaître. Dans cette aventure de Drop. C'était une très belle émission d'ailleurs. Vous étiez où, vous, à ce moment-là, au moment de l'accident? J'étais à 300 mètres des 2 hélicos qui se sont percutés. Alors, vous les avez vus? Alors, j'ai pas vu les hélicos se percuter, puisque on était dans la deuxième... On devait partir en deuxième fournée. Alors, sur la sécurité, parce que c'est le débat. C'était le débat, C'était le débat. Honnêtement, moi, sur la production et tout ça, ils nous ont décalé le départ de 7 heures, qui était prévu le matin. On est parti qu'à 17 heures, parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Donc, si la prod disait vraiment, alors peut-être qu'ils nous ont fait partir malgré que les conditions météo n'étaient pas non plus optimales, mais
Moi, personnellement, j'ai fait c'est beaucoup pas ça, d'hélicos, j'ai pas eu Vous auriez l'impression. pu être dans l'hélico. Je l'un des devais, hélicos. je Vous devais, deviez. puisque de toute façon, on nous a changé d'équipage Au dernier moment. un peu 5 minutes avant. Donc après, ouais. et puis peut-être que si j'étais dans la première fournée, peut-être que ça se serait pas passé comme ça, on ne sait pas. Donc Ouais, voilà, à un c'est le moment donné, destin. Mais le destin a fait que vous avez participé quelques années après à Star à Nu, et ça, franchement, nous, les téléspectateurs, Pour le on était, cancer. très heureux. Pour le Ouais. cancer, exactement. Et ça, Pour c'était une belle cause. Bravo, Philippe Candeloro. Et merci surtout d'avoir été notre invité Bah, merci. aujourd'hui Merci. sur ce plateau. Je rappelle que vous commenterez les championnats du monde de patinage artistique. Ce sera donc du 22 au 26 mars sur France.tv et également sur France 3. Ouais. Merci encore d'avoir vendredi, accepté là. notre vendredi, invitation. samedi, dimanche. Exactement. Oui, c'est, on rate pas ça ce voilà. week-end. Exactement, sur les Ça 3 jours marche. de suite. Merci À Sarah bientôt. pour les news médias et les questions que vous avez posées. Et nous, on se retrouve ce jeudi 16 mars avec une chroniqueuse qui officie dans Touche pas à mon poste, tiens, mais qui coécrit aussi un livre en lien avec les violences faites aux femmes. Il s'agit de Géraldine Maillet qui sera avec nous sur ce plateau. Bonne journée à toutes et à tous. Salut.